plus d'une personne sur deux qui vient sur ton site qui ne verra jamais une de tes fiches produits. Copiez-moi, faites comme moi, faites en sorte que ma boîte elle meure, j'aurais réussi quoi. En un mois, on en a accompagné 140 de plus. Ma vision, moi, c'est vraiment de se dire, j'ai envie de créer un écosystème pour l'e-commerce français avec des connaissances, des outils et du service. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Tortu, le fondateur de Boost Conversion, l'agence spécialisée en CRO e-commerce. Sébastien est un expert de la conversion, mais avant tout un passionné de e-commerce. Avant de créer son agence, il a écrit 2 livres sur le marketing et le e-commerce. Il y a quelques mois, il a théorisé une méthode marketing qui a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème français, l'Océan Vert, qui explique notamment comment utiliser des landing pages dans un but d'acquisition. Et avec Boost Conversion, il a aidé plus de 50 marques comme Spring, Les Mini-Mondes, Anatae ou encore 900 Care à optimiser leur taux de conversion. Sébastien s'est donné une mission de taille, faire gagner 100 millions d'euros au e-commerce français grâce à l'optimisation du taux de conversion. J'ai donc voulu le recevoir pour en savoir plus sur les dessous de ces méthodologies. Dans cet épisode, vous découvrirez ce qu'est la méthode l'Océan Vert. Si tu deviens un peu plus remarquable, tu vas pouvoir naviguer dans un océan sans concurrence et les clients vont pouvoir te faire confiance, tu vas pouvoir augmenter tes prix, avoir des belles marges et faire perdurer ta marque. Quels sont les 5 piliers d'une bonne stratégie CRO? D'être capable de mieux parler à ses clients, de mieux les comprendre et de mieux leur parler. Comment analyser correctement un site e-commerce? Pourquoi et comment utiliser des landing pages? D'identifier les vrais problèmes des gens, d'être capable de l'adresser, principalement via des landing pages, pour justement venir tester, itérer hyper rapidement et aller chercher beaucoup plus de croissance. Comment mener proprement un A/B test et plus globalement tout un tas de conseils pratiques et actionnables pour votre business. J'ai personnellement adoré cet échange dans lequel j'ai appris tout un tas de choses, alors j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et vous dire à très vite. Salut Sébastien. Salut Étienne. Comment tu vas? Eh ben ça va super, très content d'être avec toi sur ce nouveau podcast. Ça fait plaisir de voir Rhodes que je vois tous les jours sur Meta, sur TikTok et tout, ta tête là, hop, ça y est, je suis avec toi. Trop bien, ravi de te recevoir et très content de faire cet épisode avec toi. Ça fait un petit moment qu'on devait l'enregistrer et on a enfin réussi à se caler. Exactement. Sébastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de Boost Conversion, qui est une agence spécialisée en CRO. Particulièrement e-commerce, et tu travailles du coup avec plein de jolies marques, donc j'ai quelques noms en tête mais tu pourras nous en dire un peu plus après, comme Spring, Sport Découverte, Mini-Monde, Anatae entre autres. Tu es également auteur de plusieurs livres, toujours un peu dans la même thématique du marketing et du e-commerce, donc je vais en citer quelques-uns, notamment le DNVB, le renouveau du e-commerce, l'ikigai de marque, ou émerger sur un marché saturé, concept très intéressant. Et tu as aussi plus récemment théorisé une méthode marketing que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'utilise pas, alors je te vole pas l'expression, par contre les métaphores qui sont derrière, j'utilise beaucoup pour expliquer à mes clients comment aller chercher plus de prospects que juste ceux qui sont prêts à convertir, qui s'appelle l'Océan Vert et dont on va peut-être avoir l'occasion de parler un petit peu aujourd'hui. Avec plaisir. T'as le droit d'en parler à tes clients aussi. Hein. Notre prime surtout pas. Je te mentionne juste à la fin. Et donc voilà, toi et moi, on se suit depuis un petit moment, notamment sur LinkedIn. On a pas mal de points communs dans nos métiers. On a même des clients en commun sur lesquels on a travaillé. Toi avec le prisme plus CRO e-commerce et moi avec le prisme ads e-commerce. Et donc ça fait un petit moment que je voulais déjà t'interviewer et échanger avec toi pour creuser un peu cette thématique-là. J'ai plein de questions à te poser, mais ce que je te propose avant tout, c'est peut-être de te laisser te présenter en quelques minutes. Bah déjà, tu as dit pas mal de choses sur moi. Donc moi, ouais, je suis Sébastien Tortu. Je suis un méga passionné de marketing, de marque, d'entrepreneuriat. Tu vois, ce que je dis souvent, c'est que j'étais abonné à Capital et Management à mes 9 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire, tu vois. Donc j'étais vraiment, je me suis très vite dit, en fait, moi je viens d'un milieu, tu vois, très banal, j'ai envie de dire, tu vois, des parents ouvriers, etc. Et j'ai très vite su que je voulais pas de cette vie et que je voulais prendre un peu mon destin en main, tu vois. Et du coup, quand je lisais les aventures d'Édouard Leclerc, de Alain Flelou et tout ça, parce que c'était ça à l'époque, hein, je commençais à être vieux, c'était les gens dont on parlait, tu vois, il y avait pas les startups et tout. Et du coup, ça m'inspirait de ouf et je me couchais avec ça en me disant, mais moi aussi, je veux faire ça un jour. Et puis du coup, j'ai toujours fait ça en fait. J'ai été en CDI 4 jours. Je me suis dit, c'est vraiment pas fait pour moi. Tu vois, j'ai commencé un lundi, un jeudi, j'ai dit à mon boss, c'est terminé pour moi, faut que j'arrête. C'est pas fait, je me sens pas. Et depuis, j'ai fait que monter des boîtes. J'ai au début commencé par une agence de marketing, mais dans le sport. Et puis finalement, la vie a fait que je suis retourné freelance. Et ensuite, j'ai monté Boost Conversion justement autour de
de l'optimisation de la conversion. Et aujourd'hui, du coup, nous, on a cette mission d'accompagner les e-commerçants. Alors, B2C, mais aussi B2B. On a quand même pas mal de boîtes B2B, tu vois, qui font de la génération de leads, qui viennent travailler avec nous. Et l'objectif, enfin, on s'est vraiment donné comme mission d'aider les e-commerçants à générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils auraient laissé, tu vois, sur la table, qu'ils n'auraient pas été chercher sans optimiser leur performance. On est bientôt à 20, donc on avance petit à petit, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on existe. Et bon, ça s'accélère vachement parce qu'on commence à avoir des beaucoup plus gros clients. Du coup, 5% sur 35 millions, ça fait vachement plus que 10% sur 300 000. Et du coup, bah voilà, donc ça s'accélère vachement. On est hyper content, comme tu le disais. Aujourd'hui, Boost Conversion se développe vraiment. Ma vision, moi, c'est vraiment de se dire, j'ai envie de créer un écosystème pour l'e-commerce français avec des connaissances, des outils et du service. Et aujourd'hui, bah, l'agence, comme on la connaît, c'est surtout sur toute cette partie service. Tu vois, on a accompagné à peu près 80 clients depuis le début. Tu en as cité quelques-uns. On accompagne, bah, par exemple, depuis peu aussi 900 Care, etc. Donc, tu vois, on commence à avoir des marques très intéressantes. Et l'idée, c'est de développer aussi toute cette partie connaissance. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai un savoir-faire, j'ai des connaissances en interne, pas que moi, hein, vraiment mes équipes, et on se doit de les partager parce que notre mission, c'est quand même d'aider les e-commerçants français. C'est pas juste de devenir, tu vois, de gagner de l'argent pour nous, quoi. Tu vois, c'est d'aider. Et du coup, on a vraiment cette motivation de partager tout ce que l'on sait. Donc, j'ai longtemps partagé beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux. Là, j'ai eu envie de professionnaliser la démarche et du coup, bah, ça devient payant, mais avec une valeur qui a rien à voir avec ce qu'on en faisait en gratuit. Et aussi, on est en train de développer des outils. On développe un outil assez intéressant autour de l'IA et des landing pages. Enfin voilà, on essaye de vraiment se développer pour faire en sorte que bah, les e-commerçants puissent avoir les bons conseils, les bons outils et la bonne manière de le mettre en place pour aller chercher le maximum d'argent possible, quoi. Ok, super intéressant. Donc en fait, tu adresses plusieurs segments de marché, et toujours autour du CRO et du Ouais, e-commerce. Et donc, exactement. si je résume, et je parle sous ton contrôle, mais du coup, les plus petits avec du contenu qui est un Mm, peu accessible en ligne, etc., sur lequel ils peuvent payer, mais qui est du coup plus abordable que des prestations de services classiques, et des prestations complètement. de services pour des gros clients qui sont... Ouais, complètement. Bah, en fait, pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que c'est un peu né d'une frustration. Parce que tu vois, en 2023, du coup, l'année dernière, j'ai eu un peu plus de 200 demandes de premier call, tu vois. Mhm. Et en fait, enfin, on a signé une cinquantaine de clients, tu vois, sur ces 200. Et en fait, j'ai dû perdre un truc comme 25 ou 30 deals. Et tous les autres, j'ai pas pu faire une proposition, tu vois, j'ai pas pu les accompagner, j'avais entre guillemets rien à leur proposer. Et du coup, je me disais, c'est quand même trop dommage parce que finalement, ceux que je peux pas accompagner, c'est souvent ceux qui ont le plus besoin de mes conseils parce qu'ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de se professionnaliser, d'améliorer leurs offres, d'améliorer leur site, d'améliorer leur landing, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à les aider. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que il y a allez, 30% de mes clients sur cette partie-là, c'est des e-commerçants, mais la plupart, en fait, c'est des freelances et des agences. Mhm. Et en fait, tu sens qu'il y a un vrai besoin de monter en compétence sur ces sujets qui sont encore finalement assez nouveaux en France. Tu vois, il y a pas énormément de contenu autour. Tu vois, par exemple, la méthode Océan Vert, dont on va sûrement parler, mais qui est vraiment très axée pour le moment autour des landing pages. Bah, il y avait aucun contenu aussi poussé sur les landing pages qui existait, et même aux États-Unis, tu vois. Je les ai tous achetés parce qu'à la base, c'était pour me former moi, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que toute l'expérience qu'on a accumulée bah, là depuis 1 an et demi avec Boost Conversion, mais aussi moi dans le passé, bah, en fait personne ne le donnait. Et il y a sûrement des gens très bons, hein, tu vois, mais personne ne faisait en sorte de partager ses connaissances. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire. Et en gros, aujourd'hui, si tu achètes la méthode Océan Vert, tu as tout ce que je sais sans l'opérationnel de l'agence. Est-ce que bah, tu fais très bonne transition. Et je suis curieux. On parle un petit peu justement de la méthode de Server. Est-ce que tu peux nous expliquer en Ouais. quelques mots ce que c'est? Bah, la méthode Océan Vert, elle vient évidemment. Enfin, je pense que à peu près tout le monde qui écoute ce genre de podcast connaît la stratégie de l'océan bleu, où en fait, qui est un bouquin qui est sorti en 2015. Et en fait, bah, depuis 2015, ça n'a pas du tout été mis à jour. Et t'imagines bien qu'entre 2015 et 2024, il y a eu un peu un changement dans le monde et dans l'e-commerce. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, à la base, c'était quoi? C'était de se dire
Aujourd'hui, on navigue dans des océans rouges avec une grosse concurrence. Du coup, on est obligé de baisser nos prix, baisser nos marges, et finalement, les boîtes, elles sont amenées à mourir. Du coup, la stratégie de l'océan bleu, c'était de se dire, bah, en fait, si tu innoves, si tu deviens un peu plus remarquable, tu vas pouvoir naviguer dans un océan sans concurrence et les clients vont pouvoir te faire confiance. Tu vas pouvoir augmenter tes prix, avoir des belles marges et faire perdurer ta marque. Sauf à l'heure de 2024, si toi t'arrives à trouver un océan bleu en 5 minutes, j'exagère mais pas loin, tu vas avoir une multitude de concurrents parce que tout le monde va te voir, tout le monde va pouvoir sentir ton marché et tout le monde va y aller, quoi. Bon exemple avec les marques de compléments alimentaires. Bon exemple, par exemple, avec une marque que j'ai longtemps suivie et avec qui je suis très proche, c'est Teddy Bear, tu vois. Lancer une marque de matelas sur Internet, au début, tu te dis waouh, mais aujourd'hui, il y a des centaines de marques de matelas, tu vois, et c'est difficile de faire la différence. Et du coup, l'océan bleu, l'océan vert, il s'est dit, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, l'idée n'est pas spécialement d'innover par le produit, même si évidemment c'est encore mieux, mais faire des innovations radicales, tu vois, transformatives, c'est quand même assez rare et c'est souvent pas les petites boîtes qui se lancent qui le font. Ça arrive, mais c'est souvent derrière des boîtes qui sont quand même un peu financées. Mais quand tu lances une boîte plus classique, bah, au lieu de se dire je vais être dans l'innovation de rupture, c'est de se dire je vais peut-être essayer de m'adresser à des gens différents. Hmm. Et plutôt que de s'adresser, tu vois, aux mêmes gens, tu vois, que tes concurrents, les fameux, tu sais, 3% de gens qui sont prêts à acheter ton produit, bah, c'est comment tu arrives en fait à monter ces niveaux de conscience pour prendre des gens qui en fait ne sont pas touchés par ton produit à la base, qui ne le considèrent pas comme un produit qui peuvent résoudre des problèmes à eux, et de leur expliquer qu'en fait c'est le cas. Je te donne un exemple, on accompagne Spring, qui est une marque de lessive sur Internet. Bah, quasiment toutes les marques de lessive sur Internet et les marques un peu environnantes, elles essayent de toucher les clients en leur parlant de quoi. Déjà, les clients, c'est 90% des femmes, peu importe ce qu'on en pense, mais en tout cas, c'est une réalité. Et donc, ils essayent de les toucher avec un côté écologique, avec un côté praticité, etc., etc. Tout le monde a à peu près les mêmes arguments. Nous, on a été, tu vois, justement, grâce à cette méthode, identifier le fait que, bah, en fait, ces femmes de 30, 35 ans, elles ont aussi un point commun, c'est que beaucoup vont tomber enceintes ou ont des bébés. Et ben, on a commencé à faire un positionnement, à faire des landing pages autour du fait de attention, la lessive pour votre bébé, elle est hyper toxique. Attention, ça peut amener. Il y a vraiment des produits toxiques dans la plupart des lessives, donc ça peut avoir un impact très négatif. À l'inverse, celles de Spring, elles vont avoir un impact positif. En plus, on a réfléchi, enfin, eux ont réfléchi du coup un vrai produit pour ça. Et bah du coup, ça a cartonné. Parce qu'en fait, t'es venu dire à quelqu'un qui avait pas spécialement un problème, tu vois, qui potentiellement n'était pas touché par l'écologie ou n'était pas touché par la praticité ou quoi que ce soit, t'es venu lui dire, en fait, t'as un problème que t'avais pas identifié et qui est important. Et c'est un problème qui est réel, tu vois. L'idée n'est pas d'inventer des problèmes. Et en fait, ça va servir à ça, la stratégie de l'océan vert, c'est vraiment d'identifier les vrais problèmes des gens, d'être capable de l'adresser, principalement via des landing pages, pour justement venir tester, itérer hyper rapidement et aller chercher beaucoup plus de croissance. Et en gros, tu passes de 3% de la population à peu près 50% de gens qui sont conscients du problème que tu résous et qui peuvent finalement assez rapidement, parce que souvent on se dit ouais mais ça va coûter beaucoup plus cher, parce que les gens sont pas conscients, etc. Bien sûr, si tu les adresses avec des sujets qui ne les touchent pas, mais quand tu vas dire à une maman attention, la lessive que tu utilises aujourd'hui pour ton bébé, elle lui est toxique, je peux te dire que la prise de décision se fait très 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 rapidement et que tu peux convertir très rapidement. Ouais, du coup on sort même carrément du cadre que du CRO qui après on reviendra un peu sur la définition, mais que tu Mm. peux assimiler à juste de l'optimisation, tu vois, de petits trucs, de l'A/B test sur des sites. Là, c'est clairement en fait c'est purement du marketing, quoi. Ouais, bah complètement. Bah en fait, le CRO, tu sais, c'est les Américains qui ont inventé ce terme-là, hein, mais c'est rien d'autre que du marketing, quoi. À la fin, le CRO, c'est quoi? Enfin, le terme en lui-même, c'est de l'optimisation du taux de conversion, qui est déjà un terme qui est assez bâtard, parce que finalement, on n'est pas là que pour optimiser le taux de conversion, on optimise aussi le panier moyen, parce que si tu fais plus 10 sur son taux de conversion, mais moins 20 sur ton panier moyen, ça n'a aucun intérêt. Et finalement, quand tu prends et le taux de conversion et le panier moyen, ce que tu viens optimiser, c'est le revenu par utilisateur. Hmm. C'est le montant que va te rapporter chaque session sur ton site
ou chaque utilisateur selon comment tu le calcules sur ton site web. Et donc c'est ça le métier. Et donc c'est de faire en sorte que, je sais pas, si aujourd'hui tu as 2 euros de revenus par utilisateur, bah, c'est qu'il soit à 2,20 €, 2,40 €, à 2,60 € et à plus. Et donc on va utiliser plein de techniques, de l'optimisation de site, bah, justement des landing pages, des A/B tests. Mais en fait, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que quand tu viens optimiser un petit bouton, un petit truc, tu vas gagner 1%, 2%, 3%. Si tu veux gagner 20, 30, 40%, si tu veux faire baisser tes coûts d'acquisition, si tu veux faire tout ça, bah en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut travailler les offres, il faut travailler les prix, il faut travailler la façon de le proposer, les gens avec qui tu vas le proposer. Et à la fin, c'est ça qui fait la grosse différence, quoi. Et Hmm. aujourd'hui, tu vois, avec Spring, on a réussi à faire un plus 23% de conversion et plus 34% de revenus par utilisateur. Quand tu sais l'argent qu'ils dépensent en acquisition sur Meta, c'est gigantesque Hmm. et le résultat est gigantesque rien que grâce à ça, quoi. Et c'est pas parce qu'on a changé la position du CTA ou la couleur du CTA comme tu vois en conseil sur LinkedIn, quoi. Euh, c'est ultra intéressant. On a encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode que je tourne, mais on a beaucoup de parallèles dans nos métiers. Nous, on se tue à la tâche pour essayer d'expliquer à nos clients en ads que, bah, en effet, ces fameux 3%, au bout d'un moment, tu as épuisé ton bassin d'acheteurs potentiels immédiats, tu vois, mais ça veut pas dire que tu as épuisé ton bassin d'acheteurs potentiels tout Ouais, court. Et 100%. donc du coup, bon, on l'avait jamais théorisé aussi bien, et je trouve qu'en effet, c'est assez évocateur, tu vois, l'océan vert. Donc, bravo pour cette. Ah, c'est gentil, ouais, Euh, c'est gentil. Bah, ça a été beaucoup de travail, tu vois, et en même temps, bah, tu vois, tu l'as dit au début, j'ai écrit des bouquins, etc. Et moi, je suis vraiment un passionné de tout ça, tu vois, du contenu, finalement, de la théorisation de tout ce contenu-là, etc. Et pour moi, c'était la suite logique, tu vois. Je voulais pas réécrire un bouquin, mais en même temps, j'avais envie de, tu vois, ouais, de théoriser ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'est né l'océan vert. Et l'objectif, c'est de vraiment le développer à fond ouais. et que ça devienne vraiment, tu vois, enfin, c'est déjà une méthode qui est très claire. L'idée, c'est de la développer sur d'autres univers, etc. Et puis d'amener énormément de contenu, encore une fois, énormément de services et tout pour que les gens puissent performer de fou. Et tu vois, on l'a lancé il y a un mois tout juste. C'était le 4 juin. Donc, tu vois, là, on enregistre le 5 juillet. Alors, je sais pas quand ça sera diffusé, mais tu vois, on a déjà 140 clients. Ouais. Bah, tu te dis, c'est 140. Moi, en un an et demi, on a accompagné à peu près 80 marques. Tu vois, en un mois, on en a accompagné 140 de plus, Ouais. marque ou agence ou que ce soit, tu te dis, bah, en fait, c'est exponentiel, quoi, tu vois, et tu te dis, bah, d'un coup, tu vois, ce que nous on sait, notre compétence, nos learnings, bah, il y a plein de gens qui peuvent en bénéficier, et moi, je trouve ça trop cool, tu vois. Genre, copiez-moi, faites comme moi, faites-moi mourir, tu vois, ce que je dis des fois, genre, faites en sorte que ma boîte, elle meure, j'aurais réussi, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, ça accélère, ça vous rapproche encore plus de votre mission, quoi. Exactement, ouais. J'ai toujours sur cette partie un peu océan vert. Je sais pas si tu connais. Moi, je fais beaucoup de veille aux US. Je sais pas si tu connais une marque qui s'appelle Coterie. J'en ai beaucoup parlé Ouais, récemment. J'ai fait des analyses notamment, et j'en ai fait un cas d'étude pour parce que c'est assez smart la manière dont ils font leurs ads. Je fais un petit aparté dessus parce que ça rejoint aussi un peu ce que tu dis. Et ils font des ads. Donc ils ont des pubs qui publient qui diffusent depuis leur page à eux, donc Coterie, qui sont souvent des arguments un peu bas de funnel, tu vois, donc ils vont inciter à acheter mm, directement et qui redirigent vers des pages produits. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont poussé un peu, toi, ce concept d'aller chercher des utilisateurs un peu plus océan vert, tu vois. Ils l'ont poussé assez loin parce qu'ils diffusent des pubs à travers des pages d'influenceurs, donc tiers. Donc typiquement, tu as un influenceur par avatar, donc tu as, mm, tu vois, la mère New Modern Mom qui va mm. s'adresser plutôt à des femmes qui ont pas trop le temps et qui ont justement veulent se délaisser de la charge mentale. Ils ont un truc qui s'appelle de Scott Squad, c'est genre des familles nombreuses, etc. Et en fait, à travers chacune de ces pubs, ils vont utiliser, donc de ces pages, ils vont pousser des arguments en pub. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va être par exemple, tu vois, si tu prends un truc tout bête, mais du comparatif entre les 5 couches du marché et pourquoi en fait les ingrédients sont importants, et ils vont toucher une audience qui fait partie de leur cible, mais qui n'est pas forcément dans une posture d'achat. Et en fait, là où c'est très très intéressant, c'est qu'ils vont rediriger en effet vers une landing page qui n'est pas la page produit. C'est une landing Mhm. page qui va être, tu vois, un comparatif et qui va expliquer. Et à la fin, bien évidemment, tu as un call to action, potentiellement un code promo, ce type de choses. Bien Et sûr. tu te dis putain, en fait, c'est là que tu peux aller chercher beaucoup plus de clients que te concentrer que sur de la page produit et des clients qui sont prêts à acheter, quoi. 100%. Bah, la prochaine fois, si tu veux faire une étude de cas plus française, fais ça, fais Stream, parce que pour le coup, ils le font. Et ils Ouais. le font très très bien, tu vois, avec justement des pages influenceurs et tout qui font de la pub pour eux.
Et c'est super intéressant parce que ça a des performances vraiment très très bonnes, quoi, tu vois. Donc ouais, ouais, la prochaine fois, regarde ce que fait Spring, Ah bah, ils sont pas mauvais du tout. un petit coup d'œil. Sébastien, si on rentre un petit peu dans le dur du métier, euh, et notamment dans toi, ta méthode de travailler, donc j'ai une première question à te poser, c'est quand tu démarres avec une marque, quand tu accompagnes une marque, ou que tu veux l'analyser, qu'est-ce que tu regardes en premier et ça va être quoi un peu dans les grandes lignes, tu vois, ta méthode d'analyse? Ah, la première chose que moi je vais regarder, c'est la data. Tu vois, moi aujourd'hui, je fais un premier call, tu vois, avec une marque qui vient me voir. On discute un peu sur leurs objectifs et tout. Et avant le deuxième call, je leur dis, moi, si vous voulez qu'on se reparle, il me faut un accès à votre GA4, Google Analytics 4. Et là, je regarde la donnée, ce qu'elle me raconte. Je vais à peine des fois regarder le site web. Je le regarde évidemment, Hmm. mais d'abord, je regarde la donnée pour voir en fait ce qu'elle raconte, pour voir où il y a des pain points, pour voir où les gens s'en vont, pour voir où est-ce qu'il y a des opportunités, etc. Et ça va être, pour moi, c'est tout démarre là. Et d'ailleurs, des fois, je refuse des clients juste parce que la data, je sens qu'il n'y a pas grand-chose à faire, Hmm. parce qu'elle est trop mauvaise, ou parce qu'il n'y a pas d'opportunité, ou parce que, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et donc, ouais, tout démarre là. Je vais regarder le revenu par utilisateur, comme je disais, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il permet de scaler, tu vois, est-ce que ils sont pas juste, tu vois, juste limite, voire négatif, tu vois, ça c'est super important. Ça va aussi différer évidemment des canaux d'acquisition. Tu vois, des fois on a des marques qui ont des petits revenus par utilisateur, mais qui ont quasiment toute leur acquise qui est faite via du SEO. Donc le business, tu vois, il tient la route. Hmm. Si à l'inverse, il est 80% du Meta ou du Google et que là, ils ont un tout petit revenu par utilisateur, tu te dis ça va être plus compliqué. Donc ça va être vraiment, mais tu vois, c'est un peu comme si tu regardais le chiffre d'affaires, tu vois. Nous, c'est vraiment une data qu'on regarde très rapide pour se dire, OK, est-ce que déjà le revenu par utilisateur est bon? Est-ce qu'il est, comment il se comporte selon les canaux d'acquisition? Très important. Mhm. Et puis après, on va venir regarder, en gros, trois datas très macro, le nombre de produits vus, tu vois, sur 100 personnes combien qui viennent sur ton site, combien voient des produits. C'est bête, mais souvent les gens pensent que bah si tu as une visite, tu as une vue produit, tu vois. Alors que c'est pas le cas du tout. La moyenne, elle est à 48%. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui vient sur ton site qui ne verra jamais une de tes fiches produits. Ok. Ça peut justifier par plein de raisons. Par exemple, les gens, je sais pas, se sont arrêtés à ton blog, parce que finalement ils sont tombés sur une page un peu informative, ils n'ont pas eu besoin d'aller plus loin. Bah, ça compte comme une vue, mais c'est une vue qui vaut pas grand-chose. Les gens sont arrivés sur ta home, ils n'ont pas été plus loin. Ils sont arrivés sur une page catégorie, ils sont pas allés plus loin. Enfin bref, plein de raisons qui font que bah t'as finalement assez peu de gens qui voient des produits. Et moi, ça m'arrive des fois de tomber sur des marques et qui ont 22-23% de gens qui voient des produits. Ah, tu te dis en fait bah, ça m'est arrivé cette semaine. Je suis tombé sur une marque, elle avait 22% de produits vus. Bah, je me dis, et quand tu regardais les performances des gens qui voyaient les produits, elles étaient très bonnes. Et en fait, je lui dis, bah, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir. Il faut que tu ailles voir justement une boîte comme la tienne plutôt, pour lui amener du trafic ailleurs que ce qu'elle avait aujourd'hui, qui amenait quasiment tout son trafic sur deux blogs qui étaient non intentionnistes, tu vois. Ok. Parce que la vieille époque de l'inbound marketing, faut faire des articles, mais à la fin, si ça t'amène sur rien, ça sert pas à grand chose. Hmm. Donc, il y a cette première data. Hein. Ensuite, la deuxième data que je regarde tout le temps, c'est bah, les gens qui ont vu des produits, combien ajoutent au panier. La moyenne sur vraiment les gens qui ont vu des produits, c'est 12%. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble de ton site, c'est autour des 5-6%, selon bah, le nombre de gens qui ont vu des produits. Mais sur ceux qui ont vu des produits, c'est autour de 12%. Si tu es, tu vois, à 5%, bah, tu sais que tes fiches produits, elles sont vraiment pas bonnes. Et de temps en temps, tu vois, bah, par exemple, cette marque-là, qui avec 20 et quelques pourcents de produits vus, elle avait un taux d'ajout au panier à 15 et demi, tu vois. Donc, en Hmm. fait, là, tu te dis, bah, tes fiches produits, elles sont bonnes. Il y a sûrement du travail à faire, mais elles sont plutôt bonnes. Le problème vient pas de là, tu vois. Donc, et ensuite, évidemment, entre bah, les gens qui ont ajouté au panier et qui achètent, tu vois. Troisième grosse data. Et ça te permet très vite, c'est de faire un diagnostic très rapide et de te dire, OK, où est-ce qu'il y a un problème? Et du coup, est-ce que je suis capable de le résoudre? Si le problème il vient sur l'ajout au panier, je suis capable de le résoudre, je suis capable de le travailler. S'il vient sur le poste ajout au panier, je suis capable de le résoudre aussi. Et comment? Et en fait, ça va te permettre, tu vois, de mettre en place déjà une stratégie, de savoir où est-ce qu'il y a des optimisations à faire. Et tu vois, récemment, et pour te donner le chiffre quand même, pour que les gens aient un peu une vision aussi,
Bah, c'est à peu près entre les gens qui ajoutent au panier et qui achètent, c'est à peu près entre allez 45 et 50%, tu vois. Donc finalement le travail est pas terminé au moment où les gens ont ajouté au panier, tu vois. T'as quand même 50% des gens qui vont pas acheter. Et ça c'est souvent très frustrant parce qu'on a la sensation, tu sais que bah c'est fait quoi, la vente est faite et en fait pas du tout. Donc pour Et toi, pour plein de raisons. pour toi, un bon ratio du coup ajout au panier, donc achat pardon sur ajout au panier, c'est un pour 2. Ouais, à peu près. Ok. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Donc un bon ratio, c'est au-dessus, mais Ouais. la moyenne, elle est là. Tu Ok. vois. Et tu vois, nous récemment, on a signé une marque qui faisait un peu plus de 30 millions. Alors, en fait, tous les indicateurs avant l'ajout au panier étaient très bons. Et en fait, le gros problème, il venait après l'ajout au panier, parce que le parcours était un peu plus compliqué, parce qu'il manquait enfin, il manquait des éléments, etc. Tu vois. Mais, mais tu vois, en une seconde, enfin, je suis pas loin, en une minute, je suis capable de très vite de voir. Et après, je dive dans la data pour voir un peu mieux. Mais déjà, ça donne une vraie vision de ça. Donc, si je donnais un conseil comme ça aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment essayez d'avoir ces infos. Sur GA4, elles sont très simples à regarder. Et vous prenez vos session start, vos page, view product, et puis après l'add to cart et le purchase, et vous faites les datas qui vont bien. Et là déjà, ça vous dit ok, quelle est ma roadmap, où est-ce que je dois travailler et où est-ce que je dois faire progresser mon site. Ok. T'as parlé de GA4. Toi, tu considères que c'est un outil qui est fiable ou du moins le plus fiable pour tout ce qui analyse, c'est typiquement ce type de data? Alors, est-ce que Mieux que Shopify, par exemple? bah, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Aujourd'hui, alors je sais que Shopify a annoncé justement des updates sur toute cette partie un peu d'analyse data interne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer GA4. Alors il y a des outils, il y a d'autres outils, mais l'avantage c'est que c'est un outil gratuit quand même, tu vois, Ouais. et que quasiment toutes les marques l'ont. Donc nous, on bosse vraiment beaucoup avec. Parce qu'en plus, tu as la suite avec GTM, avec tout ça, qui est quand même très pratique, qui peut te permettre voilà, de mettre en place des plans de tracking, des tests, etc., de façon assez simple, j'ai envie de dire. Mais même si pour beaucoup, ça paraît être très compliqué, mais pour nous, c'est notre quotidien, donc c'est assez simple. Donc oui, moi je trouve que c'est un outil indispensable. Les gens qui s'en passent, je trouve ça un peu dommage et qui ne font qu'avec Shopify parce que t'as pas en fait la même granularité. Hmm. Et c'est important d'avoir cette granularité quand même parce que au début, quand tu fais un peu de chiffre d'affaires, tu vois, cette granularité, elle est pas centrale, mais dès que tu commences à faire vraiment du chiffre, tu vois, dès que tu passes la barre des 3-4 millions, bah, tu peux plus te permettre de naviguer à vue, tu vois. Donc c'est important quand même. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même un outil sympa. Tu peux créer des Looker Studio assez cool. Tu peux faire pas mal de choses qui te permettent quand même d'y voir très clair. Et pour faire un mini aparté sur ça, sans rentrer trop dans la technique, mais ça m'intéresse à titre perso. T'as pas de crainte, toi, que la data sur GA4 soit biaisée, partielle, ou que tu vois, conditionnée notamment au taux d'opt-in, ce type de choses? Alors évidemment qu'il y a des limitations là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, le maximum de nos clients, on essaie aussi de les passer en server-side Hmm. pour pouvoir récupérer le maximum de données. Mais évidemment, il y a une limitation. Après, Shopify, tu vois, t'es pas non plus certain de toute la donnée. Tu vois, aujourd'hui sur GA4, c'est beaucoup critiqué, mais ça reste quand même un outil qui est très utile et qui permet quand même d'avoir une bonne vision de ton business assez rapidement. Après, il y a plein d'autres outils qui existent, mais qui sont souvent très chers, en fait, tu vois. Donc, quand Hmm. tu es une marque qui est pas... Tu vois, moi, je rencontre quand même beaucoup de marques et tout le monde te parle de la data, mais dans les faits, il n'y a pas grand monde qui vraiment regarde sa data au quotidien de façon précise, de façon méthodique, etc., tu vois. Donc, si déjà tout le monde avait une bonne vision de ce que leur GA4 racontait, de leur... Tu vois, mais même des grandes masses, tu vois. Si t'es pas dans le pourcentage précis et tout, mais déjà d'avoir les grandes masses, bah, ça serait déjà super intéressant et tout le monde en serait plus intelligent entre guillemets parce que tu vois moi je le vois hein, des boîtes qui font des millions qui viennent nous voir et quand tu leur poses trois questions au-delà du chiffre d'affaires et du panier moyen ils Ouais. savent plus trop quoi tu vois et c'est dommage parce que ça dit beaucoup de choses quoi. J'ai pas plus tard que cette semaine, j'ai eu pareil, une marque qui devait faire une quinzaine de millions au global et impossible d'avoir de la data au-delà des plateformes médias, quoi. Ouais, bah moi récemment là, j'ai eu une boîte qui faisait un truc comme 8 millions et je regarde leur GA4, je dis mais attendez, vous avez pas d'ajout au panier, vous avez rien. Ah bon?
Je suis dit, ah putain. Bon, bah, on va repartir de zéro. Euh, Super intéressant les datas que tu as données et surtout je trouve ça cool que tu partages des ratios parce que c'est pas toujours des choses qu'on a en tête et même si j'imagine que c'est Bah, des moyennes, c'est cool d'avoir tu vois, des points de référence pour te dire ouais. est-ce que je suis bon, est-ce que je suis complètement hors des clous, ce type de choses, ça c'est cool. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing, et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Pour le coup, j'ai partagé sur le site boostconversion.fr ou même sur LinkedIn, mais bon, il date un petit peu. Mais j'avais fait une grosse étude sur l'ensemble de mes clients où j'avais pris justement tout le parcours et le passage d'étape à étape. J'avais étudié ça sur un peu plus de 100 millions de visites, tu vois, donc ça commençait à représenter. Donc évidemment, c'est multisectoriel et on l'avait fait après un peu par secteur, mais bon, ça te donne déjà des grandes masses, ça te permet de savoir à peu près où est-ce que tu te situes. Donc évidemment, il y a des variations. Si tu as un panier moyen à 600 euros et un panier moyen à 50, tu vas pas avoir les mêmes datas. Mais bon, ça te donne déjà une bonne indication sur les volumes, sur les transitions entre chaque étape et c'est intéressant d'aller voir. Si on rentre un peu dans le pratico-pratique, je vais te poser une question qui est un peu plus précise. Si tu devais donner 5 conseils à une marque e-commerce qui va améliorer son taux de conversion, qu'est-ce que ce serait? Alors bah déjà, je me demanderais quelle est la taille de la boîte. Ouais. Pour moi, il y a vraiment, selon le niveau de maturité de la boîte, tu vas avoir des conseils qui seront complètement différents. Parce qu'évidemment, une boîte qui va faire 50 000 euros par mois, tu peux pas lui donner les mêmes conseils que celle qui va faire 500 000 euros par mois, tu vois. Donc c'est toujours un peu difficile de donner des conseils hyper généralistes. Mais déjà, la première chose, c'est partir de la base. C'est de dire, OK, tu as l'impression d'être client-centric, etc., bah, passe 2 fois plus de temps à écouter tes clients, à parler à tes clients, à t'intéresser à tes clients, etc. Parce qu'en fait, la majorité de l'optimisation de la performance, c'est d'être capable de mieux parler à ses clients, de mieux les comprendre et de mieux leur parler. C'est pas, encore une fois, de bouger le bouton de 3 pixels, de changer l'ordre de je sais pas quoi, etc. Non, c'est vraiment d'être capable de leur parler et en fait, plus tu seras capable de les comprendre, plus eux, ils vont se reconnaître dans ton discours et plus ils vont acheter facilement parce qu'ils seront en confiance. Tu vois, donc c'est vraiment ça. C'est pas un hack, tu vois, genre c'est pas le truc qui va te changer ta boîte en 2 secondes, mais c'est en fait le plus important. Et d'ailleurs, il y a un peu une pyramide en CRO, tu vois. Et la première étape, c'est toujours la connaissance client. La deuxième étape, c'est l'offre. Après, c'est le copywriting, le storytelling. Et l'UX, en fait, vient tout au bout, entre guillemets, parce que finalement, tu l'as déjà vu toi-même, j'imagine, en tant que client, aller sur des sites de marques qui cartonnent, qui sont dégueulasses, et pourtant ça cartonne parce que l'offre, elle est parfaite, qu'il y a un product market fit de ouf, Ouais. et qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'un site dernière génération avec toutes les options, parce que ça rencontre son public, quoi, tu vois. Et à l'inverse, tu vois des sites qui sont suroptimisés et qui cartonnent pas parce que le product market fit est pas bon. Donc d'abord, travailler ça à fond, à fond, à fond. Et Ensuite, comment tu ouais. fais du coup, pardon, je t'interromps, pour justement améliorer ta connaissance client? C'est quoi? C'est du post-purchase survey? C'est aller faire des Ouais, calls ouais, avec eux? il y a plein de choses, tu vois. Ça peut être, oui, ça peut être du purchase, parce que tu vois, par exemple, moi, je vois souvent, et avant, je travaillais un peu plus dans la partie branding, proposition de valeur et tout, et il y avait beaucoup d'enquêtes qui étaient faites, tu vois. Mais souvent, les enquêtes sont faites auprès de gens qui n'achètent pas. Sauf que, bah, par définition, c'est pas tes clients, tu vois. Et des fois, tu viens optimiser pour des gens qui n'achèteront jamais. En fait, ils vont te donner des conseils qui sont pas bons. Moi, il y a une question que j'adore poser et que vous pouvez vraiment poser à tous vos clients, c'est donc des gens qui ont acheté, qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'acheter chez nous? Parce qu'en fait, ils sont passés à l'achat, mais il y a quasiment jamais un achat qui est, tu sais, en confiance à 150% quand c'est ton premier achat chez une marque, quoi, tu vois. T'as toujours le truc de te dire, ah bah j'ai déjà vu un concurrent qui faisait quasiment pareil, ah bah tel autre site était intéressant, etc. Et donc de savoir, tiens, t'as acheté, mais qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher d'acheter?
ça va te donner beaucoup d'insights sur comment tu peux optimiser le site. Donc ça va être intéressant, tu vois. Après, bah, il y a la data qui te dit beaucoup de choses sur tes clients. Tu vois, les produits qu'ils achètent, qu'ils regardent. Mm. Tu vois, tout bêtement, je voyais récemment sur le site d'un client, tu vois, on a un peu les top ventes et tout ça. Et puis finalement, quand tu regardes produit par produit, les produits qui sont tu vois, qui ont les meilleures performances entre l'affichage produit, l'ajout au panier et l'achat, bah, c'était pas spécialement les top vendeurs, tu vois. Et vu qu'en fait ils étaient mal positionnés sur le site, etc. Bah en fait c'était des produits qui plaisaient vraiment, mais qui, tu vois, d'un point de vue signaux d'alerte, ne remontaient un peu jamais, quoi, tu vois. Mm. Et ça, tu vois, c'est des trucs, ça c'est de la connaissance de ton client. C'est qu'en fait il y a des produits, en fait ils te donnent des informations, tu vois, sans que tu t'en rendes compte, mais qui sont précieuses. Et donc des fois, tu vois, toi, tu vas pousser en ads un produit parce que c'est le best-seller, parce que c'est machin. En fait, c'est peut-être pas celui qui pourrait avoir les meilleures performances. Mm. Donc tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, de bien écouter son client. L'une des meilleures façons, c'est d'appeler ses clients. Tu vois, c'est tout bête. Alors tu peux pas le faire quand tu as 5000 clients par jour, tu vois. Mais je me souviens d'une marque je sais pas si tu vois, qui c'est qui est Dodo. Tu vois, la marque qui avait inventé un petit produit avec un faisceau lumineux où tu devais suivre avec ta respiration et ça t'endormait. Et, euh, et je me souviens, je les avais interviewés pour mon premier bouquin et les mecs, ils m'ont dit, genre, nos 1000 premiers clients, on les a tous appelés. Pour savoir comment ils utilisaient le produit, s'ils en étaient contents, etc. Et en fait, ils se rendaient compte que souvent, bah, ils avaient mal expliqué le produit, que les gens l'abandonnaient, etc. Mm. Et un point qui était super intéressant, c'est qu'ils avaient, grâce à ça, augmenté le prix du produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils l'avaient mis à un prix un peu gadget. C'était pas un produit qui coûtait très cher à produire. Mm. Donc, ils l'avaient mis à, je sais plus, un truc comme 20 ou 25 euros. Je me souviens plus à l'époque, c'était en 2018, donc j'ai un peu de trou de mémoire, mais pas très cher. Et en fait, il s'est rendu compte que du coup, les clients l'achetaient. Et puis finalement, si ça marchait pas la première nuit, ils le mettaient de côté. Ils l'ont mis à 60 euros, je crois. D'un coup, les gens le considéraient comme un vrai investissement. Et du coup, ils l'essayaient plusieurs nuits. Et vu qu'ils les appelaient, ils leur disaient non mais attendez, il faut s'en servir comme ça, comme ça, comme ça. Et ben les gens s'en servaient, ils étaient contents. Et en fait, ça leur a permis d'améliorer le produit. Et en gros, les 1000 premiers produits, enfin les 1000 premières ventes, leur a permis de construire le deuxième, enfin Mm. l'évolution de ce même produit, tu vois, avec tous les retours. Donc il y a quand même aujourd'hui plein de façons de le faire, avec des questionnaires, avec plein de trucs. Enfin, tu vois, pour récupérer de la donnée, c'est important, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est important. Un truc que les marques aussi ont tendance à pas trop connaître, c'est un peu euh, quel est l'objectif réel finalement que ton client a en achetant ton produit. Parce Mm. qu'en fait, il y a l'objectif de, bah, tu vois, j'achète, je sais pas, une nouvelle table à manger, tu vois, pour la maison, ok, mais finalement, j'achète pas la table, j'achète ce que je veux faire de la table, tu vois, ce que ça va m'apporter, et peut-être que je veux une plus grande table parce que je viens d'avoir des enfants, peut-être que je veux inviter des amis parce que j'ai un plus grand appartement qu'avant, enfin bref, il peut y avoir plein de raisons. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir raconter aux gens pour être capable de leur toucher en plein cœur. Ce que je donne souvent comme exemple, tu sais, c'est quand tu vas au restaurant, que tu appelles pour réserver, souvent tu dis je veux réserver une table pour deux. Mais en fait, t'as pas du tout envie de réserver une table, quoi, tu vois. Tu lui dis implicitement, je veux venir chez vous parce que je sais que je vais passer un bon moment, parce que je veux que la bouffe soit bonne, parce que la musique est intéressante, et peut-être que selon la personne avec qui tu as envie d'être, tu vas avoir des attentes particulières. Bon bah quand tu dis au restaurateur je veux réserver une table, c'est pas la même chose que si tu lui disais exactement ton vrai besoin, Ouais, tu vois. bien sûr. Et bah la vérité c'est qu'il faut aller chercher ce vrai besoin. Donc premier point, Connaissance. euh, écouter bien son client. Deuxième point, bah, on en a parlé, c'est d'avoir un bon tracking. Parce Mm. qu'encore une fois, si t'as pas de bon tracking, c'est quand même difficile de suivre ta data. Et tu vois, nous, quand on arrive et qu'il y a un tracking qui est mauvais, bah, malheureusement, on est souvent obligé de repartir de zéro. En fait, tu perds vachement de temps et c'est quand même un peu dommage. Ensuite, bah, on l'a un peu évoqué avec le travail sur l'océan vert, c'est vraiment de travailler son offre. En gros, moi, ce que je dis, c'est que si tu fais pas au moins 100 000 euros par mois, c'est que ton offre, elle est pas encore bonne, que t'as pas encore bien trouvé ton product market fit, tu vois. Mm. Et donc là, tu dois travailler dessus, tu dois travailler ta proposition de valeur, tu dois travailler ton prix, tu dois travailler ta façon de présenter ton produit, ta façon de présenter enfin, les résultats de ton produit, les bénéfices émotionnels, rationnels, etc. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait,
je vois souvent des marques qui partent billes en tête, tu vois, avec une première idée de leur truc et qui n'en sortent jamais, tu vois. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, une grave erreur, tu vois. Et, Bah, je sais, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait déjà eue ensemble, nous-mêmes sur nos agences, sur le côté, bah, en fait, on est toujours en évolution perpétuelle de nos offres, de nos pricing, etc. Parce qu'en fait, bah, tu te nourris de ce que tu entends, de ce que les gens te font comme retour. Toi, je me souviens que tu avais fait des trucs que maintenant tu ne fais plus, etc. Bah, c'est normal. Et ça, je trouve qu'en e-commerce, vu qu'on a tendance à avoir un produit physique, bah, les gens ont tendance à ne pas trop changer. Et hmm. ça, c'est un peu des dommages. Parce qu'un même produit, comme on l'a donné, comme j'ai donné l'exemple avec Spring, cette même capsule de lessive, tu peux la vendre de 1000 façons différentes. C'est important de bien l'avoir en tête. Alors Donc ça, comment, ce serait le troisième conseil. Ouais. comment tu trouves, si on creuse un petit peu cette partie-là, qui est fondamentale en marketing, une bonne offre, donc bien sûr un bon produit, c'est fondamental, mais une bonne offre, nous on voit la différence sur des ads en acquisition froide entre un produit avec une offre moyenne et un jour on arrive à trouver une offre qui est vraiment canon, bah, en fait ça explose quoi, tu vois, c'est ça qui est Bah ouais. vraiment mieux. Et ma question c'est comment toi tu t'y prends pour trouver une bonne offre, tu vois, c'est quoi un peu les étapes par lesquelles tu passes, qu'est-ce que tu vas, si tu as des grands axes un peu qui reviennent pour essayer de tester, tu vois, c'est Ouais, bah déjà en repartant sur les deux points d'avant, la data client et le tracking, tu vois, parce que finalement c'est comme ça que tu vas pouvoir travailler ton offre. ouais. Et après, en partant sur le point qui allait arriver après, ça allait être justement de créer un peu des landing pages, parce que Ouais. l'avantage de la landing page, c'est que tu vas pouvoir itérer très rapidement. Tu vas faire une ads, et nous ça nous est arrivé, tu vois, avec un client récemment. Euh, on a fait tout un test de pricing sur le prix de son produit, tu vois. Et on s'est rendu compte que si son produit était à 139 euros, et on s'est rendu compte qu'à 149 euros, le produit se vendait toujours de la même façon sans détériorer le taux de conversion. Hmm. Donc tu te dis, tu vois, tu viens de gagner 10 euros comme ça, entre guillemets, sans rien faire et gratuitement, quoi, tu vois. Hmm. Ça t'a pas coûté plus cher en acquisition, etc. Ça, c'est des trucs sur lesquels tu peux travailler. Euh, donc le positionnement prix, parce que ça, pareil, souvent le positionnement prix, il part de quoi? Il part de j'en ai pour 10 euros pour mon produit à faire, du coup je vais le vendre 45, mais ou parce que mon concurrent le vend tel prix, etc. Mais en fait, il y a une vraie stratégie à avoir autour de ça. Et puis après, tu vois, sur toute la partie offre, pour moi, c'est encore une fois que le travail de connaissance du client et d'être capable d'exprimer cette offre, tu vois, pour faire en sorte que le client, il perçoive le maximum de bénéfices, que le produit ou le service, tu vois, donc il lui apporte le maximum de bénéfices dans un temps le plus court possible, parce qu'on est tous impatients, tu vois. Ça, c'est vraiment la base. Et il faut que lui, il ait le moins d'efforts possible à faire. Hmm. Si tu lui dis, et c'est pour ça que les régimes miracles, ça cartonne, parce qu'en fait, si tu dis à quelqu'un, je vais te faire perdre 5 kilos en 3 semaines sans courir, bah, ça l'intéresse vachement plus que si tu lui dis, alors, tu vas arrêter de manger le Nutella, tu vas courir tous les jours, tu vas, je sais pas quoi, Ouais. tu vois, et les gens auront la flemme de ça. Donc, en fait, c'est vraiment un travail à faire là-dessus sur vraiment le bénéfice que tu vas pouvoir lui apporter et l'énergie, le temps que le client va pouvoir y mettre, et aussi la capacité à atteindre le résultat. Parce que tu vois, si moi justement tu vois, c'est aussi comme ça que j'ai créé l'Océan Vert, c'est de me dire, bah, par exemple, moi, j'ai pas que des clients qui sont des pros de Figma ou qui sont des pros du copywriting, qui sont des pros de tout ça, tu vois. Si je leur dis, bah voilà, le problème c'est votre copywriting et qu'ils savent pas s'y prendre, ils vont patauger en fait, et du coup ils vont pas avancer. Et c'est pour ça que bah, d'un coup tu te dis, ok, il y a un problème de copywriting, je vais t'apprendre comment faire un bon copywriting, je vais te donner peut-être des prompts, tu vois, aujourd'hui avec l'IA qui vont te permettre d'avoir un bon copywriting, etc. Donc en fait, je vais maximiser tes chances de réussite. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est de vraiment maximiser ses chances de réussite, tu vois. Si tu pars en date, il y a des restaurants dans lesquels tu vas maximiser tes chances de réussite et d'autres où tu sais que ça va être mal pareil. Hmm. Ok. Donc, avoir une bonne offre, tu disais en troisième, quatrième, c'est Ouais. créer des landing pages. Créer des landing pages. Alors ça, pour le coup, tu vois, et pour moi, il y a deux indicateurs sur quand est-ce que c'est le bon moment pour créer des vraies landing pages. Enfin, tu vois, d'avoir une vraie stratégie, pas juste d'en créer une, mais d'avoir une vraie stratégie. Hmm. C'est en gros, soit quand tu fais au moins 100 000 euros par mois, Ok. soit quand tu dépenses au moins 10 000 euros par mois en acquisition. Tu vois.
Pour... Avant, c'est un peu tôt. Parce que justement, avant, en fait, t'as ce cercle de 3% à aller chercher, tu Ouais. vois. Et après, quand tu commences à vouloir scaler, à vouloir dépenser plus, c'est là où tu vas pouvoir créer des landing pages, aller chercher des offres différentes, travailler sur une présentation de tes produits un peu différentes, etc. Moi, T'in- d'ailleurs, c'est souvent un data que je donne pour que les gens puissent se repérer. Alors, évidemment, ça reste un exemple, mais en gros, entre 0 et 100 000 euros, tu travailles sur ta proposition de valeur et sur ton offre. Entre 100 000 par mois, entre 100 000 et 1 million d'euros par mois, tu travailles sur tes landing pages. Au-dessus d'un million par mois, tu peux te mettre une vraie roadmap d'optimisation, A/B test, etc. en place. Parce qu'à ce moment-là, tu as beaucoup de trafic, tu vas pouvoir faire des choses et aller chercher des petits pourcentages. Et en gros, sur ta première tranche de 0 à 100 000 euros, en fait, comme tu le disais avec l'offre, c'est des gros pourcentages que tu vas aller pouvoir chercher entre une bonne et une mauvaise offre. Hmm. Entre 100 000 et 1 million, tu vas pouvoir aller chercher des vrais pourcentages, des 20, des 30, des 40%. Sur certains clients, nous, par exemple, sur un Atae, qui fait du matcha, on a fait des landings en comparaison avec leur fiche produit, on a fait du plus 70% de conversion, tu vois. Donc c'est vraiment beaucoup. J'ai une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube là-dessus. Et puis après, quand tu es sur la tranche du dessus, en fait, tu viens là chercher plutôt des 3-4%, tu vois. Tu viens plus chercher des 50%. Quand tu fais 1 million d'euros par mois, il n'y a aucun Ouais. A/B test qui va te faire, tu vois, x2 le mois d'après, quoi. Mais comme tu disais tout à l'heure, même un plus 10% ou un plus 20% sur des énormes volumes, Ah, c'est mais c'est gigantesque. gigantesque. Ouais. C'est gigantesque. Tu vois, c'est ce qu'on a eu avec Spring. On a un client qui fait de la réservation pour des box de stockage un peu partout en France. On a fait plus 47% de taux de réservation. Ah, c'est gigantesque. Ouais. Tu vois, c'est gigantesque. Tu as donné un exemple assez intéressant là, quand tu parlais des landing pages, tu as dit versus page produit. C'est une Ouais. question que je voulais te poser, du coup, j'en profite. C'est quoi ton avis, toi, sur les landing pages versus les pages produits, justement? Dans quel cas tu utilises l'un, dans quel cas tu recommandes l'autre? Bah alors, de base, tu es obligé d'avoir des pages produits. Tu vois, tu les as toujours sur ton site et qui va concerner tous les gens qui viennent de façon un peu naturelle sur ton site. Si toi, demain, tu fais une ads pour Rhodes et puis que quelqu'un va taper Rhodes sur Google, il va arriver sur ton site, il faut bien qu'il découvre quelque chose. Voilà, il va découvrir les pages produits qui doivent du coup essayer de s'adresser non pas à tout le monde, mais à un panel assez large de tes potentiels clients. Hmm. Un exemple que je donne aussi très souvent et qui est assez parlant, c'est parce que j'ai eu le cas pour un client, c'était une salle de sport. Il avait en gros trois grosses targets. Il avait le musclé, le très musclé, tu vois, la fille un peu plus, tu vois, qui vient pour prendre soin d'elle, pour être en forme, etc. Et les personnes plus âgées qui viennent le matin, tu vois, pour faire un peu de sport et tout ça. Bah, ta fiche produit, classique, il va falloir qu'elle essaye de parler au maximum à ces trois personnes. Parce qu'en fait, tu ne vas pas maîtriser quel est le trafic qui arrive sur ton site. Donc, il va falloir trouver, tu vois, les arguments qui peuvent convenir aussi bien à la grand-mère qu'au musclore qui vient sur ta salle. Hmm. Donc, c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment un jeu d'équilibriste, surtout quand tu as des populations assez larges comme ça. Euh, à l'inverse, tes landing pages, vu que tu vas pouvoir envoyer ton trafic via une ads, là, tu vas pouvoir cibler. Tu vois, sur ta landing page de mec super musclé, tu vas pouvoir dire, bah tiens, j'ai des poids qui vont jusqu'à 50 kilos. Peut-être que pour la grand-mère, tu vas pouvoir dire, bah j'ai des trucs, justement, peut-être, je sais pas, un truc dans l'eau, ou je sais pas quoi, enfin, bref, tout ce que tu peux imaginer, pour toucher cette personne. Et en fait, finalement, tu es en train de vendre le même produit, la même salle, le même lieu, bah, à des gens qui sont complètement différents. Donc c'est là où c'est pour ça que je disais, tu vois, quand tu as une petite boîte, bah, concentre-toi sur tes fiches produits, parce qu'au départ, quand tu fais pas 100 000 euros, essaye pas de toucher ces trois personnes-là. Hmm. Essaye de toucher, tu vois, une partie, soit les personnes âgées, soit les musclés, tu vois, mais tu vas pas essayer de toucher tout le monde. Mais dès que tu vas vouloir faire 1 million, 10 millions, etc., tu peux plus juste faire avec un petit groupe, donc tu es obligé d'élargir. Et là, les landing pages, elle a son mot à dire, parce que là, tes pages catégories, enfin, tes pages produits, elles suffiront plus. Donc c'est vraiment, tu vois, cet équilibre qui est important à trouver. Hmm. Donc les deux sont hyper stratégiques, hyper centrales. Ta fiche produit, elle doit être capable de s'adresser aux gens et de convertir. Hein. C'est quand même super important. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont voir tes landings, qui vont peut-être pas acheter tout de suite, qui vont retourner sur ton site et qui vont passer sur la fiche produit. Donc il faut qu'il y ait une vraie cohérence, il faut qu'ils s'y retrouvent, etc. Hein. C'est important. Mais en fait, elles ont toutes les deux une utilité, quoi. C'est comme si tu me disais muscu ou running, quoi. Je te dirais, bah, les deux, quoi.
Ok, donc super intéressant. Donc on t'a dit connaître ses clients, parler à ses clients, avoir un bon tracking, avoir une bonne offre, créer des landing pages et t'en avais un dernier, Et le derrière, c'est faire des A/B tests. faire des A/B tests. C'est faire des A/B tests parce qu'il y a un point qui est, mais ça, voilà, ça s'adresse vraiment à des boîtes qui commencent à faire vraiment du volume, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en trafic. Hmm. Mais là où c'est important et pourquoi c'est important au bout d'un moment de passer par des A/B tests, c'est qu'en gros, pour donner un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'en gros, un test sur 8 apporte un vrai uplift positif. Tu vois. Ça veut donc dire que 7 sur 8 n'apporte pas Hmm. quelque chose de positif. Et donc, si tu mets en place des optimisations sur ton site sans les tester, potentiellement, tu es dans le C7 sur 8. Et donc, tu es en fait en train de dégrader ta performance sans t'en rendre compte. Et de temps en temps, tu vois, quand tu fais vraiment du chiffre, tu peux perdre 2% de conversion, 2% sur ton, tu vois, sur ton 2% à toi, tu vois. Donc, ça paraît pas grand chose, Hmm. sauf que lisser sur une année, quand tu fais 1 million d'euros par mois, ça a des conséquences qui sont gigantesques. Ouais. Alors qu'avec un A/B test, bah, en 2 semaines, 3 semaines, tu vas t'en rendre compte que tu es en négatif et donc tu vas pouvoir repartir à la situation d'avant. Et donc ça, c'est super important. Et même les bonnes idées ne sont pas toujours des bonnes idées. Récemment, avec un client qui fait vraiment plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on se rend compte qu'il vend des produits digitaux. Et donc on se rend compte qu'il n'a pas besoin de l'adresse postale, du code postal et de la ville. Du coup, on se dit, bah, on la supprime. Tu gagnes 3 champs dans le formulaire, tu vas améliorer ta performance. Il s'avère que c'était négatif. On l'a testé 2 fois négatif. La Il y a data. des fois des trucs que tu as du mal à expliquer parce que même moi, je l'aurais pu le dire, venez, on y va direct, tu vois. Ouais. Mais non. Et en fait, bah, c'est à ça que sert la B-test. C'est que la B-test, elle va complètement diminuer la prise de risque. Elle va aussi diminuer l'ego de chacun dans l'entreprise parce que tu vas pouvoir dire, bah attends, on va tester pour être sûr que ça apporte quelque chose. Et du coup, vous allez faire des grosses économies en dev, des grosses économies en dev, et surtout améliorer votre performance parce qu'il y a un fait qui est clair quand tu es, je sais pas, responsable e-commerce ou quoi que ce soit, que tu étais sûr d'un projet, que tu as mis du temps à travailler sur un projet, que tu le mets en ligne et que tu te rends compte peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard que peut-être que ce projet il a été négatif, bah, c'est difficile d'aller voir son boss et de lui dire, je suis vraiment désolé, mais ça m'a pris du temps, on l'a mis en place, mais en fait, ça fait 6 mois que ça nous fait perdre de l'argent. Parce que c'est pas facile à assumer, et donc souvent, hop, ça passe sous le tapis, et donc c'est très négatif. Da- Donc ça sert à ça aussi. Data is queen, comme on dit. Ça me fait sourire parce que il y a pas plus tard que cette semaine, hein, j'étais en call avec un prospect qui était intéressé pour travailler avec nous et en fait, il est passé par un prestat qui lui a produit une landing page. Et du coup, et en fait, je lui ai dit, est-ce que tu l'as testé avant de la mettre en ligne? Il m'a dit non, non, mais on était sûr que ça allait marcher. En fait, il l'a mise en ligne et du coup, là, les soldes sont arrivés. Donc en fait, en plus, il a changé son offre en même temps, donc il y a enfin, Aïe, tout aïe, qui a été aïe. changé. Donc je sais pas déjà sur quelle variable, tu vois, on analyse et bah ça marche pas mieux quoi. Et donc du coup, Bah, il a pas pré-testé alors que comme quoi l'intuition, ça vaut en marketing, ça vaut absolument rien. ah, ça va. Moi, ce que je dis souvent, c'est l'intuition guide, la data décide. Ouais, Parce que il faut faire preuve d'intuition quand même, tu vois, parce que bien c'est sûr. des fois de là que peuvent naître les idées de génie. Hein, faut pas. Mais en fait, une fois que tu as eu cette intuition, ok, bah je vais la tester et je vais voir ce que ça donne. Et ne pas faire preuve de trop d'ego, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime dans mon métier, c'est que à la fin il n'y a pas d'ego, que ce soit chez nous, chez le client. Bah ça marche pas. C'est clair et net, quoi. C'est écrit et on sait quoi s'en tenir, quoi. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de mener des A/B tests, comment tu mènes un A/B test? Sur quel outil tu vas? C'est quoi un peu le dispositif? C'est quoi dans les grandes lignes, tu vois, les recos? Alors, bah, ça va dépendre de ce que tu veux tester, de ton niveau de trafic, ça va dépendre de plein de choses, tu vois. Mais quand tu es sur ton site web, alors avant, il y avait un outil qui s'appelait Google Optimize, qui était gratuit, qui permettait de faire des A/B tests, c'était Hmm. quand même très pratique. Il a fermé il y a quelques mois maintenant, donc c'est un peu chiant parce que tu es obligé de passer par des outils payants. C'est aussi pour ça que ça a un peu éloigné les e-commerçants de l'A/B test, Ouais. parce qu'avant, bah, tu pouvais le faire de façon quand même beaucoup plus rapide et non coûteuse. Aujourd'hui, tu es obligé de passer par un outil. Il y a des outils qui sont très bien, comme VWO, comme Convert.com, etc. Mais c'est vite un billet de 500 euros par mois. Tu vois, c'est quand même assez rare de faire beaucoup moins cher. Il y a quelques, tu vois, outils sur Shopify, entre autres comme Shoplift,
comme IntelliGem, etc., qui ont des tarifs qui peuvent être un peu plus intéressants. Mais en fait, dès que tu commences à avoir du trafic, ça monte très vite. Ouais. Et donc finalement, quand tu as du trafic, bah, ça coûte cher. Et quand tu pas de trafic, tes résultats vont mettre du temps à être significatifs. Donc c'est toujours un peu tu vois, le chat qui mange la souris, quoi, tu vois. Mais en gros, bah, ça va dépendre de quelle typologie de page que tu veux tester. Encore une fois, c'est partir de ta data. Qu'est-ce que Mm. ta data te raconte? Où est-ce que tu as des optimisations à faire? Et du coup, c'est derrière de se dire, ah, tiens, est-ce que je vais tester par exemple la proposition de valeur sur ma homepage, enfin sur ma landing page, ou alors le titre de mon produit, etc. Ça, c'est des tests qui vont être très faciles, tu vois, vraiment un dupliqué de page, un wording qui va être changé, etc. Donc ça, c'est très simple à mettre en place, ça va très vite. Et ça peut avoir des gros résultats, sincèrement. Tu vas pouvoir tester des fois les structures de ta page. Tu vois, nous, avec Anatae, on avait testé un truc tout bête, mais la position des avis sur la fiche produit. Mm. Bah, en fait, selon la position qu'on mettait, on a optimisé de 12% le taux de conversion. Ok. Donc c'est important pour finalement pas grand-chose. Tu vois, c'est Ouais. juste le même bloc mis à un autre endroit. Et même on avait AB testé, et vous irez voir sur sa fiche produit, comme ça vous aurez le résultat, le nombre d'avis présentés sur la fiche produit pour que ça ait le plus d'impact. Pareil, ça avait réaugmenté de 6 ou 7%, je me souviens plus, le taux de conversion. Donc des fois, c'est pas grand-chose, Énorme. mais ça peut avoir des gros impacts. Et c'est quoi les tops éléments si tu devais dire, voilà, j'ai les commerçants un peu classiques qui veulent mener des A/B tests sur sa landing page ou sur sa page produit, c'est quoi les 2-3 top tests que tu mettrais là, les premiers que que tu Bah, les top tests, c'est tout ce que tu vois avant de scroller, parce que c'est 100% des gens qui vont le voir. Ouais. Parce que plus tu vas aller bas, et plus tu vas tester des choses qui seront bas sur ta page, moins évidemment tu auras de résultats. Donc, si tu veux maximiser l'impact potentiel, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, ça va être ta proposition de valeur, ta photo, l'affichage de ton prix ou pas, parce que tu vois, ça peut être aussi important. Tu vois, par exemple, sur une landing page, si tu as une vraie histoire à raconter et que ton prix peut être un potentiel frein, bah, plus tu vas l'annoncer tard, plus potentiellement la personne sera convaincue de ce que tu leur as raconté, et d'un coup, le prix ne sera plus un obstacle, mais une justification de tout le bénéfice que tu es en train d'apporter. Hmm. Donc tu vois, ça va être ça qui va être intéressant. Par exemple, nous, un test qu'on a fait régulièrement et avec Spring et avec d'autres, c'est la position du CTA. On s'est rendu compte que sur les landing pages, selon le niveau de conscience, encore une fois, et selon la connaissance de la marque vis-à-vis des prospects, tu te rendais compte que le CTA, quand il était trop haut, bah, il générait beaucoup de clics, mais il générait peu de conversions. Hmm. Parce qu'en fait, on n'avait pas eu le temps de leur raconter toute notre histoire. Alors que quand on le baissait, et des fois on le baissait très bas, tu vois, des fois il fallait 5-6 scrolls pour pouvoir voir le premier CTA, bah, on avait une meilleure performance, évidemment moins de gens qui allaient au bout, mais une meilleure performance finale parce que les gens étaient plus éduqués au moment d'acheter et donc ils convertissaient beaucoup plus. Donc tu vois, ça va être ces éléments-là qui va être important de tester, encore une fois, pour se dire finalement quel est les informations nécessaires dont le client a besoin pour pouvoir prendre une décision éclairée et donc acheter. Et Hmm. de temps en temps, et c'est aussi pour ça que les fiches produits, elles ont leurs limites selon qui tu cibles, c'est que tu arrives sur une fiche produit, bah, la première chose que tu vois, c'est un prix. C'est souvent pas beaucoup d'histoire parce que c'est souvent un titre qui est très SEO friendly. Donc une proposition de valeur qui est des fois un peu faible, tu vois, dès que tu arrives sur ta fiche produit. Et du coup, bah, ça peut refroidir des gens. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que la majorité des gens qui cliquent sur les ads, bah, ils sont sur leur canapé, ils sont dans le métro, ils sont je sais pas où, en train de scroller sur les réseaux sociaux, et ils sont pas spécialement tu vois, dans un état d'achat ni rien. Ouais. Donc imagine, tu arrives et tu tombes sur un produit, peu importe le prix, ça risque d'être trop cher parce que t'étais pas venu là pour acheter, quoi, tu Hmm. vois. Et donc c'est ça qui va être intéressant à tester, et c'est l'avantage aussi des landing pages par rapport à ça, c'est que du coup la landing page, tu vas pouvoir décider de quel moment tu présentes ton prix, comment tu le présentes, etc. Alors que de temps en temps, les fiches produits, c'est quand même un peu plus strict, tu vois, un peu plus fermé Hmm. dans la présentation. Bien sûr. Donc tu vois, c'est tout ça qu'il faut tester et qui peut avoir des grosses conséquences positives. Tu laisses tourner combien de temps en A/B test en moyenne? Bah, le temps d'avoir des résultats qui sont significatifs, c'est un minimum de 2 semaines de Ok. bas. Après, selon la saisonnalité des produits, il faut faire attention à ne pas trop déborder. Tu vois, quand tu fais, en gros, c'est entre 2 semaines et un mois. Si tu vois que tu as vraiment besoin de beaucoup plus d'un mois, c'est souvent que bah, t'as pas assez de trafic et que ton test n'est pas significatif. Hmm. Dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, parce que souvent, quand tu as besoin de beaucoup plus de temps, c'est que ton test n'était pas radical.
quand t'es une petite marque et que tu viens chercher un 15%, tu vois, c'est pas Decathlon qui vient chercher 0,5%. Quand tu viens chercher un 15%, il faut que ton test soit radical. Il faut qu'il soit très positif ou très négatif. Hmm. Mais il faut pas qu'il varie plus 0,5, moins 0,5, plus 0,5, moins 0,5. Parce que ça changera pas le business sur le long terme, tu vois. Ouais. Et que tu sauras jamais prendre de décision. Donc c'est pour ça que il est préférable, tu vois, quand tu as peu de trafic, de faire des tests qui sont vraiment radicaux. Tu vois, fiche produit, landing page, boum, ça peut être radical, ça peut te donner des informations très claires. Alors que quand tu es une grosse marque, bah, tu viens faire des tout petits changements pour aller chercher des petits pourcentages. Donc tu vois, ça va vraiment pas mal différer. Est-ce que tu as des outils ou des plateformes en particulier que tu as recommandé aux personnes qui nous écoutent, que ce soit pour de l'A/B test ou de manière générale pour le CRO? Bah, moi, franchement, les plateformes que je recommande à fond, c'est au maximum les plateformes gratuites. Donc déjà, si vous passez du temps à comprendre GA4, à utiliser un Looker Studio, qui est une extension finalement de GA4 sur la data, bah, déjà vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir être capable tu vois, de comprendre la data. D'ailleurs, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube où justement je prends plusieurs data studios de mes clients et j'explique un peu comment on interprète cette data. Donc ça, je pense que c'est déjà important et encore une fois, c'est gratuit, donc c'est bien. Ensuite, tu vas avoir des outils comme Clarity, par exemple. Hmm. Bah, il y a Hotjar, heatmap.com, etc. Mais Clarity, c'est gratuit. Ça va te permettre de faire un heatmap de ton site, de voir où est-ce que les gens cliquent, jusqu'où ils vont, etc. Ça, tu vois, c'est des trucs qui sont très intéressants. Nous, on s'est rendu compte, bah, sur Spring, par exemple, que les gens donc scrollaient quand même assez bas et que dans la FAQ, la quatrième question, si je me souviens bien, elle était vraiment beaucoup plus cliquée que les autres. Ah Ok. bah tu tiens, il se cache une information derrière ça qui est quand même intéressante et qui est très très bas. Bah d'un coup tu te dis ok bah cette information je vais la ressortir, la réponse je vais la ressortir, je vais en faire un bloc à part entière sur mon site web et là hop d'un coup tu vas booster ta conversion parce que c'était une information dont les gens avaient besoin et que finalement il y a que 20% des gens qui sont allés au bout donc les 80% ils n'ont pas eu cette info et peut-être ça leur a empêché de convertir. Donc tu vois ça va être intéressant et pour le coup Clarity c'est gratuit. Donc ça c'est assez cool. Tu l'installes sur ton site. Alors certains diront oui, ça fait un peu ralentir mon site. C'est vrai, il n'y a pas de magie, mais ça apporte quand même beaucoup plus que ça ne fait perdre. Hmm. Et pareil, tu vas pouvoir voir aussi ce qu'on appelle des recordings d'écran, comment les gens naviguent sur ton site. Nous, ça nous donne plein d'insights sur pas mal de clients pour se dire bah tiens, parce qu'en fait toi en tant que expert et tout, tu vas te servir d'un site de façon un peu optimale parce que tu sais où faut cliquer, tu as l'habitude, on regarde des sites web tous les jours, tu vois. Mais quand t'es client lambda, bah pas toujours. Et des fois, ça va être ta mère qui va faire un achat pour toi, pour Noël ou je sais pas quoi. Et en fait, elle va pas avoir l'habitude des mêmes codes que toi, et donc elle va peut-être pas savoir se servir du site pareil. C'est un truc qui est intéressant. Il y avait une grande marque de literie qui avait changé les logos, tu sais, de mon compte, etc. Tu vois, tous les logos du haut, là. Et ils avaient fait des trucs très brandés, mais qui ressemblaient pas à ce que les gens avaient l'habitude. Et ben, ils ont vu des taux de réachat sur les anciens clients diminuer, parce qu'en fait, les gens retrouvaient. Alors que c'était au même endroit. Ils avaient juste changé le logo, mais ils retrouvaient pas, soi-disant, l'endroit pour retrouver leurs anciennes commandes, tu vois. Ça paraît complètement dingue. Mais en fait, parce que nous, on est hyper habitués, il y a plein de gens, s'ils n'ont pas leur repère, ils n'ont pas leur repère, quoi. Une messagerie, c'est un petit message dans une bulle, quoi, tu vois. Si Ouais. tu leur mets autre chose, ils vont pas cliquer dessus, en fait. Parce Ouais. qu'il y a plein de gens qui s'aventurent pas, finalement, aussi à cliquer partout. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant. Donc, Clarity, c'est hyper intéressant. C'est parce que ça va vous donner pas mal d'infos pour tirer des conclusions. Après, sur les landings, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, qu'on utilise principalement chez Boost Conversion, c'est Unbounce. Alors, il a ses limites aussi, Ouais. mais il a un gros avantage, et tu vas sûrement le confirmer, c'est que il te génère une URL, et derrière, tu es capable de changer 100% la page sans changer l'URL. Donc, Hmm. ça veut dire que tes campagnes, nous, tu vois, Spring, ils ont des campagnes depuis même avant qu'on travaille avec eux, donc ça fait plus de 9 mois déjà. Et en fait, ils sont toujours avec la même URL et nous, on change les pages, on va chercher, on va tester des variants sur ces pages-là. Et en fait, derrière une URL peut se cacher 10 pages que tu vas venir tester au fur et à mesure. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que bah voilà, ça te permet de jamais re-rentrer en phase d'apprentissage quand une ads cartonne et que tu as 25 000 avis sur ton ads, bah, c'est quand même cool de la garder. Donc ça, c'est intéressant. Donc
Bon, ça, c'est un petit peu un investissement, parce que je crois que c'est autour des 70 euros par mois. Ouais. Mais quand tu veux vraiment faire des landings, quand tu veux vraiment tester des choses, c'est vite très très rentable. Donc Ok. tu vois, ça sera un peu les outils que je conseillerais, un peu simples, la plupart gratuits. Mais déjà, si vous les maîtrisez tous, vous allez changer clairement de performance sur votre site. Trop bien. Ultra concret. Merci beaucoup, Sébastien. Avec Maintenant, grand ça plaisir. fait un peu plus d'une heure qu'on échange Ah, je là. suis bavard. Non, non, mais c'est super intéressant. Je me dis que le temps passe vite, justement. On pourrait parler encore des heures, mais je vais pas te retenir toute l'après-midi. On arrive du coup à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités. Euh, Voilà, j'ai peur. non, non, mais elle est, elle est très simple. Est-ce que tu as des ressources, podcasts, livres, newsletters, formations, des profils à suivre ou autres, que tu recommandes aux personnes qui écoutent cet épisode et qui du coup veulent voilà, en apprendre plus sur des sujets qui toi t'animent au quotidien ou Sur mon métier ou plus largement? sur ton métier Ouais. principalement, mais si tu en as d'autres aussi qui sont intéressantes, sans toi Bah, libre. sur mon métier, sans vouloir être trop prétentieux, j'ai envie de dire déjà les miennes, parce que pour le coup, j'y passe beaucoup de temps et je fais en sorte qu'elles soient le plus qualitatif possible. Ma newsletter, mon YouTube et toutes les ressources gratuites que je peux donner aussi sur mon site, parce qu'il y en a quand même un grand paquet, c'est 95% de l'offre Ouais, qui est gratuite. Donc ça, c'est un point important. Après, selon le niveau de professionnalisme entre guillemets que tu vas aller chercher. Il y a un mec, alors c'est un Allemand que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Karl Welch, qui a une boîte de CRO et qui fait des contenus vraiment stylés, qui accompagne des grosses boîtes comme Alex Hormozy, etc. Et il fait des masterclass gratuites qu'il met directement sur YouTube. Et même moi, dont c'est le métier et je baigne dedans tout le temps, j'apprends des choses. Donc franchement, c'est une super ref. trop bien. Et puis après, il y a CXL qui fait quand même des trucs très cool avec des vidéos. Mais là, c'est plus sur des études et tout ça, mais c'est quand même très intéressant. Donc, et voilà. En gros, moi, je regarde énormément de trucs, énormément de ressources, je lis énormément et j'essaye d'en faire un package à chaque fois, tu vois. Et puis, la dernière ressource que je pourrais donner, c'est un mec que j'ai découvert sur les réseaux qui s'appelle Étienne Garcia, qui fait des trucs super et que j'encourage à chacun d'aller voir. C'est Parce que gentil. franchement, à chaque fois, j'apprends des trucs sur tes vidéos et c'est cool. C'est gentil, j'apprécie. Merci beaucoup Sébastien pour cet échange. C'était très riche, très complet, très concret, plein de bonnes recos, plein de cas d'études, d'exemples, de choses applicables. Donc je suis certain que les personnes qui nous auront écoutés jusqu'ici déjà auront passé un bon moment, enfin j'espère, et surtout auront appris plein de choses. Ça tombe bien, c'est l'objectif du podcast. Donc un grand merci. Avec grand plaisir. Je te libère et puis je te dis à très vite. Qui sait, peut-être pour un deuxième épisode. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, ceux qui nous écoutent encore, n'hésitez pas même à venir me poser des questions sur LinkedIn. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, Sébastien Tortu sur LinkedIn, vous devriez me trouver. Tu sais, je l'ai oublié. Merci. D'habitude, je dis où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu vois, donc sur LinkedIn. Bah voilà, je l'ai fait Non mais moi-même. t'as raison, t'as raison. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère à très vite. Et en plus, je crois qu'on a signé un nouveau client ensemble, donc on aura peut-être des études de cas sympas. Ah ouais, parfait. Allez, salut Sébastien. Allez, Passe à une bonne très vite. journée. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.